Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur préparer l'entrée en EHPAD. Aujourd'hui, notre visioconférence est organisée en partenariat avec Home Transition, Adapsia et financée par le département du Val-de-Marne via la conférence des financeurs de la prévention de la perte de l'autonomie et la CNSA. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Comme toujours, je prendrai vos questions au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Donc pour information, moi je suis Gwendoline Cotresse, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'organise des visioconférences toutes les semaines, on en a plusieurs fois par semaine sur plein de thématiques différentes qui sont gratuites, hein, toujours, et ça le restera. Vous pouvez vous y inscrire sur movadom.eventbrite.com et inscrire vos amis, vos proches qui n'hésitent surtout pas. Et on peut accéder par téléphone, donc sur un smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette, mais aussi en audioconférence via son téléphone fixe si jamais il y a un problème technique, ce qui sont des choses qui peuvent arriver. J'organise aussi des conférences, donc peut-être certains d'entre vous m'ont vu en vrai et j'ai créé aussi un podcast et un livre audio que je vous présenterai à la fin et vous pouvez m'envoyer des petits mails à contact@movadom.com si vous avez la moindre question sur nos visioconférences. On commence avec un petit quiz. Alors, c'est très simple. Vous allez pouvoir, dans le chat, pour ceux qui y ont accès, m'envoyer un petit message avec vos réponses. Je vais préciser, enfin, je vais lire les questions, hein. Et puis, pour ceux qui sont en audioconférence par téléphone, bah, vous les notez, puis à la fin, vous pourrez me donner vos réponses. Première question, que signifie le terme EHPAD? Alors, petit 1, est-ce que c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes? Réponse 2, établissement d'habitation pour parents dépendants. Réponse 3, équipement d'habitation pour personnes âgées au domicile. Donc, vous pouvez soit me l'écrire tout de suite, soit écrire de côté, et puis vous me mettrez toutes les réponses. Vous faites comme vous le sentez. Donc, Corinne, très bien, je note. Salomé, c'est noté, je donnerai les réponses à la fin. Deuxième question, quel est l'âge moyen d'entrée en EHPAD? Petit 1, 91,8 ans. Petit 2, 82,5 ans. Ou petit 3, 85,8 ans. Ah, merci Corinne pour cette réponse. Troisième question, quelle est la durée moyenne de séjour en EHPAD? Est-ce que petit 1, c'est 11 mois, petit 2, 5 ans ou petit 3, 2 ans et demi? Et dernière question, plutôt personnelle, là pour le coup. Êtes-vous en recherche d'informations pour un proche, petit 1, pour vous-même, petit 2, ou pour une autre personne, petit 3? Alors, je vois les réponses. Alors Catherine, vous me dites 1, 3, 3, 1. Alors donc, l'accord, 3, 3, 1 et donc vous c'est pour un proche, d'accord. Jacqueline Commissaire, alors j'imagine que la première réponse, vous me dites 3, la deuxième, vous me dites 1, donc 91,8 ans. Corinne, vous m'avez dit 1 au premier, vous m'avez dit 3 à la deuxième question, 3 mais point d'interrogation pour la dernière et 3 autres pour la dernière aussi. OK, très bien. Heu, n'hésitez pas à mettre vos réponses, hein, vous pouvez me mettre, toujours dans la barre de chat. L'idée, c'est de savoir un petit peu donc je vois que pour l'instant, les personnes qui sont présentes, soit sont là pour un proche, soit pour, d'autres raisons. Voilà, n'hésitez pas à me dire, quelles sont les raisons, hein, si vous avez, si vous êtes professionnel, par exemple, ou ce genre de choses. Donc je vais vous donner les réponses quand même, parce que je pense que vous les attendez, fortement pour ceux alors, il y a de très belles réponses qui ont été, données. Donc EHPAD, c'est bien établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors alpha, super, vous me disiez 1, donc vous avez raison. Pour le premier, j'ai l'impression que pour l'instant, tout le monde va trouver la bonne réponse. Et donc, alpha, c'est pour un proche et la bussière, c'est aussi autre. OK, très bien. Alors, ensuite, les petits chiffres. Alors ça, c'est les chiffres qui nous intéressent. Donc la deuxième question que je vous donnais, c'est quel est l'âge moyen d'entrée en EHPAD?
Alors, c'est la réponse 3. Alors, je crois que vous êtes quelques-uns à me l'avoir trouvé. Je crois que Corinne, c'était bon. Je crois peut-être, Salomé, non, j'avais pas eu de réponse. Donc il y a que Corinne pour l'instant, a priori, qui avait trouvé la bonne réponse. Donc c'est 85,8 ans. Troisième réponse, 3e question, la durée moyenne de séjour, c'était réponse 3, 2,5 ans. Voilà. Donc, est-ce que réponse 3, je ne sais pas si tout le monde avait trouvé. Si Catherine aussi, bah, dites donc, vous êtes au point et Corinne aussi, donc très bien. Donc 85,8 ans, c'était bien ça et 2,5 ans, c'est la durée moyenne de séjour de chaque résident. Donc finalement, on rentre effectivement assez tard en EHPAD et on y reste plutôt longtemps. C'est vrai que certaines personnes ont cette vision de, on va rester en EHPAD que quelques mois. Eh bien non, on y reste parfois plusieurs années. Moi, j'ai vu des personnes qui restaient une dizaine d'années en EHPAD, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir avoir bien en tête, notamment si vous êtes en train de réfléchir pour un proche sur l'aspect financier. Et cet élément-là est important de savoir que, on reste parfois, des années en EHPAD. Les chiffres que je vous donne là, ils sont issus du livre blanc de la professionnalisation à la confiance pour le bien-être en EHPAD de juin 2019 par Elior. Donc c'est assez récent. C'est Elior qui a fait ce livre blanc qui est très bien fait avec beaucoup de chiffres intéressants. Donc quelques chiffres intéressants là que je peux vous donner. Il y a 10 des personnes plus de 75 ans qui vivent en EHPAD, 21 des plus de 85 ans qui vivent en EHPAD, donc il y a quand même un pourcentage important de personnes qui vivent en établissement. Il y a 50 des résidents qui souffrent de démence. Donc démence, ça va être certains troubles cognitifs dont on va parler et c'est une des raisons principales pour laquelle on rentre en EHPAD. Et le nombre moyen de pathologie de chaque résidence, il est de 7,9. Donc on rentre en EHPAD en général avec beaucoup de pathologies, avec des troubles cognitifs et très âgés. Donc ça, il faut le savoir. C'est quelque chose qui aujourd'hui est un état de fait, qui changera peut-être, mais qui est un état de fait aujourd'hui. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle de l'EHPAD. On aura des conférences sur d'autres types d'établissements. Donc, n'hésitez pas à participer aux autres conférences, notamment, je vais faire quelque chose sur les résidences seniors. Donc là, à tout autre type d'établissement, mais qui peut être adapté, hein, pour votre proche. Laetitia, j'ai l'impression que vous avez des problématiques de connexion, donc je crois que vous êtes déconnectée, reconnectée. N'hésitez pas sinon à redémarrer l'ordinateur, si jamais, il y a des soucis. Donc, petit sommaire de cette conférence. On va déjà parler du pourquoi et de quand entrer en EHPAD. La deuxième partie sera vraiment sur le choix de l'établissement ou comment trouver l'établissement qui conviendra le mieux, les démarches d'entrée et ensuite le déménagement. Donc, on va avoir vraiment toutes les étapes qui peuvent vous faciliter la vie si vous accompagnez un proche dans ce changement de domicile et dans l'entrée en établissement. Alors, première question qu'on se pose, pourquoi et quand est-ce qu'on va entrer en EHPAD? L'élément important pour moi, c'est vraiment d'anticiper au maximum. J'ai l'exemple typique de ma grand-mère, qui, elle, est entrée en EHPAD. Alors vous me dites: «Laetitia, quelques soucis de connexion». OK. Et vous êtes infirmière en hospitalisation à domicile au sein d'une équipe mobile de gériatrie. Superbe. Ah oui, donc vous êtes vraiment en contact de personnes qui peuvent être amenées, j'imagine, à rentrer en EHPAD, ou qui peuvent avoir ces questionnements. Donc avec plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper. Donc je vous disais, ma grand-mère, ça a été plusieurs chutes qui ont fait qu'au bout d'un moment, elle a été forcée d'aller en établissement. Sauf que cet établissement, elle ne l'a pas choisi elle-même et ça a été quand même quelque chose d'assez difficile. Donc cette anticipation, elle est vraiment importante. Si vous êtes un proche, d'une personne qui, vous le sentez, commence à perdre son autonomie de façon importante, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'échanger, de discuter, même si c'est très difficile d'en parler, hein. Ça, je sais que c'est vraiment, un sujet très délicat, mais c'est important d'essayer d'aborder le sujet avec la personne et accompagner ce grand changement parce que c'est un nouveau projet de vie et ça, je le répéterai, plusieurs fois. Donc c'est vraiment un projet de vie et il nécessite d'être accompagné et d'être vraiment entouré. Donc pourquoi est-ce qu'on rentre en établissement? Souvent, c'est pour des troubles cognitifs, hein, je vous l'ai montré, c'est 50 des personnes qui rentrent en EHPAD qui ont des troubles cognitifs. Donc
troubles cognitifs, on connaît tous effectivement la pathologie type Alzheimer, la maladie de Parkinson, les AVC aussi, hein, qui peuvent faire que la personne a perdu une partie de ses fonctions cognitives et qu'elle ne les récupérera pas, en tout cas pas complètement, et que l'entrée en établissement est, l'unique solution. Donc souvent, ce qui se passe, hein, c'est que la personne, par exemple, avec les troubles type Alzheimer, va déambuler, ça va devenir compliqué pour la famille à gérer et il va y avoir une entrée en établissement. Là, l'entrée en établissement, elle est souvent plus difficile pour la famille, qui, a une forme de culpabilité à ne pas, avoir réussi à maintenir la personne à domicile et là, je vais le marteler, surtout ne vous culpabilisez pas, vous avez fait votre maximum, les professionnels sont là pour prendre le relais et il y a des établissements qui sont spécialisés, qui ont des espaces spécifiques avec notamment des espaces qu'on appelle Snooze qui permettent d'avoir vraiment, des espaces où la personne va pouvoir déambuler, avoir une activité cognitive, voir des belles lumières, voir des petites choses qui vont lui permettre de se sentir apaisé et c'est du personnel qui est formé, il y a plus de personnel, c'est des unités qui sont protégées et qui sont vraiment, créées pour. Donc ça, il faut pas hésiter à se renseigner sur ce type d'établissement, même au début de la pathologie pour pouvoir en discuter avec la personne et c'est vrai que souvent, au moment où la personne rentre en établissement, elle, si vous mettez quelques repères moi j'avais une personne qui avait, la maladie d'Alzheimer qui était rentrée en établissement. On lui avait mis un petit, il nous avait demandé de lui ramener son coucou, donc c'était une petite horloge avec un petit coucou qui sortait et du jour au lendemain, il s'est vraiment senti chez lui parce qu'il avait retrouvé cet élément-là. Donc vraiment de recréer l'univers de la personne dans ces situations-là est vraiment importante. Deuxième chose qui fait qu'on rentre en établissement souvent, c'est les chutes à répétition et là, dans ces cas-là, ça va être, le personnel médical qui va, fortement conseiller, indiquer, de rentrer en établissement parce que le logement actuel n'est plus adapté, trop grand, en étage. D'où aussi l'anticipation de se dire: «Est-ce que mon logement actuel est adapté?» pour pouvoir, pourquoi pas, éviter l'EHPAD, hein. C'est vrai que souvent les personnes qui rentrent notamment en résidence, autonomie, résidence senior, peuvent parfois, hein, pas toujours, mais éviter l'EHPAD justement parce qu'ils ont des logements qui sont adaptés et qui peuvent suivre leur perte d'autonomie. Il y a le très grand âge aussi, les personnes qui, ont passé les 100 ans, sont, très fatiguées et ont besoin vraiment d'un accompagnement, vraiment spécifique avec, les repas, un accompagnement à la toilette, des choses qui pourraient être faites à domicile, mais qui commencent à devenir compliquées. Dans ces cas-là, ça peut être une indication aussi pour l'entrée en établissement. Alors la question du choix, elle va être vraiment clé dans, tout, le parcours, hein, que je vais vous présenter aujourd'hui. Souvent, le choix, il n'est pas vraiment un choix, en fait, hein. C'est souvent soufflé par l'entourage, les aidants, mais aussi les professionnels. Souvent, il y a eu un maintien de la situation qui devient de plus en plus compliqué, très fatigant pour les aidants, qui sont épuisés à jongler entre les différentes aides à domicile, à gérer une entreprise, hein, une petite PME avec toutes les structures qui sont accordonnées. Donc c'est vrai que c'est une solution qui souvent permet de soulager les aidants, permet aussi d'avoir un cadre, de rentrer en collectivité, donc d'avoir du lien social avec des personnes du même âge qui vont avoir, peut-être, les mêmes problématiques et donc ça, c'est vrai que c'est une solution qui peut être intéressante. Mais souvent, ce n'est effectivement pas un choix, on va dire pas un premier choix. Il y a plein de solutions qui existent avant d'entrer en établissement, hein. Adapter son logement, des logements plus sécurisés comme une résidence senior ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être un logement, dans un établissement une résidence qui va être plus moderne avec un ascenseur, un plus petit logement. Donc en tout cas, sachez qu'il y a des étapes qui peuvent être faites mais il y a un moment où, notamment lorsqu'il y a des troubles cognitifs ou une trop grande fragilité, il y aura plus ce choix, en fait. On n'aura plus que ce type d'établissement qui pourra, accueillir, votre personne aidée. Donc comment en parler? Ça, c'est vraiment, aussi un point clé, de réussir à en discuter de manière apaisée. Donc dans l'idéal, avant, la chute de trop, avant la catastrophe.
Désolée, on va avoir un petit peu de bruit. N'hésitez pas à me dire si vous entendez derrière les petits marteaux-piqueurs qui commencent à faire du bruit. Je suis, voilà, très, intéressée pour savoir si vous m'entendez bien. Normalement, je pense que vous m'entendez bien. Moi, j'entends un petit peu les marteaux-piqueurs, mais j'espère que c'est bon. Donc déjà, premier élément, il va falloir évoquer peut-être votre inquiétude, pas de dire à la personne, «Il faut que tu ailles en EHPAD, c'est indispensable», ce n'est plus possible. C'est vraiment peut-être de dire, «Bah, pour moi, ça devient difficile, j'ai peur que tu chutes». Merci Catherine. C'est quelque chose qui est pas évident pour moi, donc vraiment évoquer, vous, votre inquiétude et ne pas remettre la faute sur la personne, parce que ça, c'est vraiment important. Essayez dans l'idéal de ne pas culpabiliser, hein. Vous êtes aidant, vous faites votre maximum pour la personne. Vous ne pouvez pas, sachez que chez les aidants, hein, il y a beaucoup d'aidants qui, décèdent avant la personne aidée de fatigue. Donc attention, prenez soin de vous, ça c'est vraiment important. Il va falloir aussi impliquer la personne dans le projet et c'est là où un projet va fonctionner, c'est si la personne va, par exemple, aller visiter les établissements, va pouvoir ou au moins vous dire: «Bah, j'aimerais qu'il y ait un peu de nature» ou «J'aimerais que ça soit dans un lieu, qui soit un peu ancien» ou «J'aimerais me rapprocher de cette amie qui est en établissement et j'aimerais aller la rejoindre». Donc des petites choses comme ça qui vont permettre à la personne de vraiment être impliquée et de faire son choix. On peut tester par des séjours temporaires. Moi, c'est ce qu'a fait ma grand-mère et ça a très bien fonctionné. Elle y allait plusieurs fois, donc elle connaissait le personnel, elle connaissait les lieux et ça a été très rassurant quand elle a dû rentrer de manière définitive. Donc le séjour temporaire, ça peut être une solution, par exemple, quand on a été hospitalisé et qu'ensuite on l'utilise en soins de suite. Donc ça peut être une solution intéressante. Et puis, il faut pas aussi, vouloir, mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il faut essayer d'être patient au maximum et de se dire que la personne, si elle ne le souhaite pas, on ne va pas la forcer. Il faut vraiment prendre son temps et essayer de faire en sorte que ce choix au maximum vienne d'elle-même. Donc, ça peut prendre des années, mais vraiment dans l'idéal, on essaye, de faire en sorte que ce soit un choix, qui est pris en vraie connaissance de cause. Il y a des solutions si la personne ne veut vraiment pas et que la situation n'est plus gérable. Dans ces cas-là, il peut être mis en place une curatelle, une tutelle, une habilitation familiale. Je vous invite à aller voir notre conférence demain. On aura une visioconférence sur ce sujet. Ça peut être une solution pour que justement il y ait une prise de décision, une prise en main du financier, juridique, pour, en fait, faire en sorte que la personne, puisse être, vraiment, aidée. Corinne, vous avez des problèmes de connexion, j'en suis désolée. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous brancher par téléphone. Normalement, vous avez eu un numéro de téléphone et puis un petit, numéro de connexion et vous pouvez, nous écouter en audioconférence. J'ai 2 personnes qui sont en audioconférence, bienvenue à vous. Donc j'en suis ravie. C'est une solution qui permet d'éviter les problèmes de connexion. Alors le personnel Catherine, faire intervenir les aidants à domicile, les infirmières, personnel professionnel pour être objectif pour la prise de décision, totalement d'accord avec vous. On peut aussi demander aux aides à domicile, aux infirmières, à toutes les personnes qui sont, dans l'entourage, professionnel de venir parler, de faire un petit conseil avec la personne. Une assistante sociale, hein, ça peut être aussi une façon d'aborder les choses qui soit moins difficile. Souvent en famille, hein, notamment même entre les frères et sœurs, hein, dans la fratrie, ça peut être difficile. On n'est pas toujours d'accord, sur, à quel moment prendre la décision. Donc ça, cet élément-là, il est effectivement assez délicat et il ne faut pas hésiter à s'entourer, de personnes, extérieures plus objectives. Donc ça, c'était la première partie. Alors, tant que je suis sur cette partie-là, sur ces questions, sur toutes ces questions-là que l'on aborde, on a créé un podcast qui s'appelle «Ça déménage». Je vais vous mettre le lien. On a interviewé des personnes âgées, des professionnels sur justement cette question du choix. Donc je vous mets le lien, c'est sur notre site, hein, movadam.com et on a interviewé donc plusieurs
personnes, sur notamment l'entrée en EHPAD. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter et puis à me dire ce que vous en avez pensé. J'en serais ravie. Donc le choix de l'établissement, notre deuxième partie, les types d'établissements pour personnes dépendantes. Alors ça, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. Vous avez les structures d'hébergement qu'on dit définitifs, donc les EHPAD, hein, ceux dont on parle depuis tout à l'heure, ceux dont on va parler pendant toute cette conférence. Vous avez aussi les familles d'accueil. Alors là, sur la partie famille d'accueil, ce sont des familles agréées par les départements qui vont accueillir jusqu'à 3 personnes âgées chez elles. On aura l'occasion de faire d'autres visioconférences sur ce sujet, donc aujourd'hui, on n'en parlera pas. Les structures d'hébergement temporaire, donc là, vous avez parfois dans les EHPAD la possibilité pour la personne de passer 3, 4 semaines en établissement. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit pour soins de suite, hein, si on a fait une chute, on a été hospitalisé, on souhaite se remettre tranquillement. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis également, si par exemple vous êtes aidant, vous partez en vacances, vous pouvez vous dire: «Bah, je ne pourrai pas être là pour ma maman, pour mon papa, il va rentrer en EHPAD pendant quelques semaines» et ça, c'est une solution qui fonctionne très bien, qui n'est pas possible dans tous les établissements, attention, mais qui peut permettre aussi de s'habituer à un établissement. On a les accueils de jour, donc ça, c'est des structures qui vont pouvoir accueillir la journée ou en accueil de nuit les personnes, par exemple, quand vous êtes en couple et qu'il y en a une des personnes qui est en perte d'autonomie et l'autre qui est en pleine forme. Et ben, dans ces cas-là, une des personnes, par exemple, si c'est, votre mari qui est en perte d'autonomie, pourra aller dans la journée en établissement. Il y aura, toute une prise en charge. Il y a même parfois des petits bus qui viennent chercher la personne au domicile. Ça permet à l'aidant de souffler, de faire ce qu'il a à faire. Ça peut être toute la semaine ou ça peut être que 1 ou 2 jours par semaine et puis ça permet à la personne aidée d'avoir un accompagnement aussi, notamment s'il y a des troubles cognitifs, d'être, vraiment entourée par des professionnels. Donc ça, c'est les séjours temporaires et après vous avez tous les services hospitaliers qui sont aussi une autre, possibilité. Donc les courts séjours, donc là, gériatrie aiguë, notamment lorsqu'il y a une chute ou toute autre situation qui fait qu'il y a besoin vraiment d'un suivi, médicalisé très, très fort. Les moyens séjours, donc qu'on connaît bien, les soins de suite de réadaptation. Donc là, on va avoir des kinés, le fait de pouvoir être, suivi, accompagné. Si ça dure plus longtemps, notamment, lorsqu'il y a un AVC, moi j'ai par exemple mon grand-père qui malheureusement a fait un AVC, il est passé en soins de suite et là il va passer en USLD, unité de soins de longue durée et suite à ça, soit il y aura une entrée en EHPAD, soit il y aura un retour à domicile, ça dépend de la situation de la personne. Et on peut aussi avoir de l'hospitalisation de jour. Donc toutes ces possibilités-là existent, sachez-le. Ça dépend un petit peu de la situation. Généralement, c'est l'assistante sociale de l'hôpital, de votre mairie. Je vous présenterai les structures vers lesquelles vous pouvez vous retourner, qui vous conseillera. En tout cas, aujourd'hui, notre sujet, ça va être l'EHPAD, et donc les structures d'hébergement définitif. Alors, les EHPAD, pour vous donner, une vision peut-être un petit peu plus concrète de ce sont des structures donc déjà qui peuvent être publiques ou privées. Vous avez des groupes, qu'on connaît bien, hein, alors il y a des Domus Vie, Corian, Orpea, ce type-là, qui sont des structures privées. Après, vous avez des privés à but non lucratif, donc associatifs. Moi, ceux que je connais principalement, c'est le groupe Arpavie et puis vous avez le secteur public. Là, c'est généralement géré, par les communes, par les centres communaux d'action sociale et c'est relié à la vie. La différence, bah, il va y avoir évidemment une différence de prix. Pour vous donner une idée, dans les établissements publics, le prix médian, on est à 1 842 € par mois. Dans le privé à but non lucratif, 1 998 € par mois et dans le privé à but lucratif, à peu près 2 700 € par mois en 2018. C'est le médian. Pour ceux qui sont en région parisienne, moi, ma grand-mère, par exemple, elle est en EHPAD, à Saint-Maurice, donc qui est dans le Val-de-Marne. Elle est sur un tarif de 4 000 € par mois. Voilà, donc vous voyez, ça peut aller beaucoup plus haut. Donc en tout cas, le médian, on est à peu près à 3 000 € par mois, hein, dans le privé.
Le principe est toujours le même, ce sont des chambres individuelles, donc chaque personne a sa chambre, a sa salle de bain, tout est adapté. On a un lit médicalisé, par contre le reste, on peut amener ses petits meubles. Donc par exemple, ma grand-mère lui a amené sa table de chevet, un petit fauteuil, son bureau, vraiment de faire en sorte de recréer son univers. On a mis quelques tableaux au mur et ça, c'était important. Il y a les repas qui sont pris en collectif. Là, c'est la grande différence avec ce qu'on connaissait à son domicile, c'est qu'on va prendre tous ces repas en collectif. Ça peut parfois être difficile parce que les personnes vont manger à la table d'autres personnes qui parfois ont des troubles beaucoup plus importants, et ça peut être assez délicat. Donc ça, il faut le savoir, la partie collective est ce qui est souvent difficile. On va vivre en collectivité, donc on va devoir supporter les bruits, les habitudes de chacun. On va devoir s'adapter aussi, hein. Les repas sont très tôt, hein, il faut le dire, et on va tous manger en même temps. On ne peut pas dire, comme, par exemple, si on est en famille d'accueil, il y a un peu plus de souplesse. Là, c'est pas le cas. On est sur des établissements où il y a, parfois, presque une centaine de personnes, hein, qui vivent ensemble, donc il faut faire, en sorte que ça fonctionne. L'autre grand point fort, c'est les animations. Donc des animations régulières, en général presque 2 fois par jour. Il va y avoir des choses collectives, du lien social. Parfois, certains groupes vont même pouvoir se retrouver. Moi, sur l'établissement de ma grand-mère, vous avez alors, des plein d'activités tous les jours et puis il y a des petits groupes qui se retrouvent pour faire du Scrabble. Il y a des petits groupes qui vont jouer ensemble. Donc c'est plein d'animations, de liens qui sont aussi des éléments cruciaux, pour pouvoir, vivre bien en établissement. Et puis le suivi médical. Donc en établissement, vous avez ce suivi, donc il y a un médecin coordonnateur qui va pouvoir, gérer, toute la partie médicale, alors qui n'est pas le médecin traitant, mais qui est quand même présent, sur place ou au moins régulièrement. Des infirmiers, infirmières, vous allez avoir des aides-soignants, vraiment du personnel qui va être présent pour pouvoir suivre la personne. Les critères de choix, moi, j'en ai 3 qui me semblent vraiment importants. Déjà, les ressources financières. Je vous disais tout à l'heure, ma grand-mère, un établissement qui lui convient très bien, qui est proche de ses amis, avec de la verdure, voilà ses habitudes. On est à 4 000 € par mois. Évidemment, si la retraite de la personne que vous accompagnez est au minimum vieillesse, ce type d'établissement ne sera pas forcément adapté. Mais après, il y a beaucoup d'aides financières, on va le voir, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler en amont. Mais en tout cas, la ressource, il faut vraiment faire attention, de ne pas se retrouver au bout de quelques années obligé de changer d'établissement parce que financièrement, on n'a plus de ressources. Souvent, on va être obligé de vendre le bien, de la personne pour pouvoir financer un établissement. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a d'autres solutions, de financement possibles, hein, ce n'est pas obligatoire. La situation géographique, dans l'idéal, l'objectif, c'est de faire en sorte que la personne puisse garder le lien social. Donc, pour ma grand-mère, toujours, elle, on a, fait en sorte qu'elle soit pas très loin de son logement, de son ancien logement, parce qu'il y a ses amis, il y a ses proches et ça, c'était vraiment important qu'ils puissent continuer à venir la voir et ses amis sont aussi très âgés et ne peuvent pas faire des dizaines de kilomètres pour aller la voir. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Et puis le délai d'entrée, parfois on est dans l'urgence, on n'aura pas vraiment le choix parce que, il faut trouver un établissement très rapidement et certains établissements, notamment dans le public, qui ont des coûts moins importants, ont des listes d'attente. Donc ça, c'est un élément important. Quand vous allez faire votre choix, la visite de l'établissement est aussi une étape indispensable pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, la visite de l'établissement, ça va pas être que rentrer dans l'établissement. Il y a l'environnement de l'établissement, donc voir si, par exemple, moi j'ai déjà visité des EHPAD où vous aviez un grand jardin autour ou certains qui sont en pleine ville. Ça dépendra peut-être de la vie qu'aura eu la personne avant. Si c'est une personne qui a eu l'habitude de vivre, dans la campagne ou dans un secteur plutôt rural, avec de la verdure, ça ne sera pas forcément adapté de lui proposer un établissement en pleine ville. Et inversement, une personne qui a toujours vécu en ville ne se verra pas, dans un établissement, en pleine campagne. Donc ça, l'environnement est important. Le personnel, moi, je vous invite toujours à aller faire une petite visite, impromptue, dans, l'établissement
pour voir un peu l'ambiance. Est-ce qu'il y a des rires? Est-ce que, vous sentez que cet établissement est un lieu dans lequel il fait bon vivre ou pas? Il y a des établissements qui, sont pas très chers, hein. Le coût financier, n'est pas forcément, corrélé avec la qualité de l'établissement, mais dans lequel, le personnel est très heureux, ça fonctionne bien. Vous avez, des responsables d'établissement qui, vraiment se préoccupent du bien-être de leurs salariés. Dans ces cas-là, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un élément aussi très important. Les chambres sont importantes. Vous avez des établissements où on ne sera plus sur quelque chose de très moderne, qui va avec des couleurs peut-être un peu plus vives, des choses, qui pourront plaire ou pas. Et puis d'autres établissements, moi que j'ai déjà vus, où on est plus dans un aspect maison de famille, où vous avez, peut-être une grande bâtisse avec alors ça sera peut-être un peu moins adapté, mais par contre, on aura une ambiance un peu différente. Donc ça, c'est aussi des choix qu'il faut, réfléchir, partager avec la personne que vous accompagnez ou pour vous-même, si vous venez pour vous-même aujourd'hui. La restauration et les animations, c'est important également. Sur la restauration, en général, les établissements sont habitués à s'adapter à toutes les problématiques, les régimes alimentaires. Les animations, c'est aussi important. Certains établissements vont, par exemple, être beaucoup sur des activités culturelles ou sur la musique ou sur la mémoire et ben, peut-être que ça correspondra plus, aux problématiques, aux besoins de la personne que vous accompagnez. Il faut en général, ça c'est un conseil que m'avait donné une personne qui justement est spécialisée dans la recherche d'établissements, et qui visite avec les personnes et les aidants. L'idéal, c'est de visiter 2 à 3 établissements. N'en visitez pas 15, ça va vous épuiser et puis au bout d'un moment, vous rendrez plus compte duquel est bien ou pas. Vous pouvez vous faire une petite grille aussi avec les points positifs, les points négatifs, ce qui vous a plu ou pas et n'oubliez pas que, c'est aussi important que vous ayez le retour de la personne qui va y habiter. C'est vraiment, les à vous 2 de prendre cette décision, hein. C'est pas, l'un ou l'autre parce que vous aurez aussi à y passer beaucoup de temps, donc c'est vraiment important d'en discuter et d'où le fait d'essayer d'anticiper un minimum pour pouvoir, en parler et échanger à ce sujet. Sur la recherche, là, on a vu comment sélectionner, mais comment trouver des établissements. Alors, vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle pourlespersonsagées.gouv.fr. Alors, je vais vous mettre le lien, dans, la barre de chat. Donc un site, particulièrement, bien fait qui est le site, du gouvernement, financé aussi par la CNSA, comme nous également. Donc il y a énormément de choses intéressantes et notamment un annuaire. Donc je vous l'ai mis là, donc en haut à droite, vous avez un annuaire avec le comparateur des établissements. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre le lieu géographique. Donc si vous cherchez une ville ou un département, vous pouvez mettre un département aussi et là, vous allez avoir la liste des établissements avec, le numéro de téléphone, le prix de l'établissement, pour une chambre, simple, quel est son statut? Est-ce qu'ils font de l'hébergement temporaire ou pas? Est-ce qu'ils font accueil de jour? Est-ce qu'ils, autorisent, l'aide sociale à l'hébergement dont on reparlera tout à l'heure? Il y a plein d'éléments très intéressants et vous pouvez même, comparer, et il y a un simulateur de reste à charge. Donc ça vous permet de savoir quel sera le reste à charge pour la personne. Donc vraiment un outil, clé pour toutes les personnes qui, se posent des questions sur l'aspect recherche et financement d'un établissement. Donc le site pour les personnes âgées.gouv.fr et il y a un petit tiret du 6 entre chaque mot. Si vous n'avez pas le temps, pas la possibilité de faire cette recherche, il existe aussi des structures. Alors, il y a des structures privées et il y a une structure publique qui aide, enfin qui est privée, mais qui, vous le verrez, est gérée par un organisme, qui vont pouvoir vous aider. Donc dans les structures privées, vous avez Papi Happy qui fait référence, toutes les structures qui existent et qui permet aussi de mettre des commentaires, de noter un peu, comme ce qu'on ferait pour nos vacances. Vous avez aussi des structures comme Partenaires Seniors ou Cap Retraite qui là, vont vous aider à trouver un établissement
Attention, ces structures sont commissionnées par les établissements. Donc, il faut savoir que si vous rentrez dans un établissement qu'ils vous ont conseillé, ils vont recevoir une commission pour un établissement privé. Donc, attention quand même, ça peut être pratique dans certains cas quand on est dans l'urgence, mais il faut quand même avoir ça en tête. Et puis, il y a une structure que moi j'apprécie beaucoup qui s'appelle Orisea. C'est une structure qui est gérée par l'Agir Carco. Donc, l'Agir Carco, c'est le groupement des caisses de retraite complémentaires. Donc, la Carco regroupe, par exemple, si vous êtes chez AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Clésia, l'Orisea est un service qui va vous permettre de rechercher, c'est des personnes qui sont par téléphone formées pour rechercher des établissements. Ils connaissent les établissements, ils peuvent faire les dossiers d'entrée, ils sont vraiment très, très bien formés. Ils peuvent vous aider aussi dans la recherche d'aide financière parce que les caisses de retraite complémentaires peuvent financer une partie de l'établissement, un premier mois d'établissement, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter. Donc là, c'est votre caisse de retraite complémentaire, la caisse de retraite complémentaire de la personne que vous accompagnez, qu'il faudra contacter. Donc, c'est l'action sociale. Généralement, vous allez sur Internet, si par exemple la personne est chez Malakoff Humanis, vous tapez sur Internet Malakoff Humanis Action sociale et là, vous aurez le numéro de téléphone de l'action sociale de Malakoff Humanis. Il ne faut pas hésiter à les contacter même dans toutes les situations, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de financement possible, d'aide possible. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et il y a ce service Orisea qui est vraiment très, très bien fait. Donc, maintenant qu'on a parlé de comment trouver une structure, on imagine que vous avez votre structure et puis on va devoir préparer les démarches d'entrée. Alors, on va parler des aides financières. Attention, je ne suis pas une spécialiste des aides financières et je vous conseillerais toujours d'aller voir les lieux ressources que je vous présenterai juste après et de contacter des assistantes sociales pour votre dossier en particulier. Néanmoins, je vais vous présenter une vision un petit peu globale des aides financières qui existent pour que vous sachiez un petit peu où vous allez. En France, la retraite moyenne est de 1 200 € et le reste à charge est de 1 850 €. Donc, vous voyez bien qu'on a un problème. Il manque en moyenne 650 € par mois pour entrer en établissement. Alors, on sait que le reste à charge, en plus, est souvent plus élevé, hein, notamment quand on est en région parisienne. Les aides financières qui existent. Déjà, il y a l'obligation familiale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Chercher un établissement pour un parent, donc vos parents, père ou mère, vous allez devoir, alors pas obligatoirement, mais si la personne, votre parent, n'a pas assez de ressources pour entrer en établissement, c'est vous qui, en premier lieu, allez être sollicité pour financer l'établissement. Donc, on ne vous demandera pas de financer au-delà de ce que vous pouvez faire, mais on prendra toutes vos ressources et celles de la fratrie, hein, de vos frères et sœurs, et vos dépenses, et on établira, c'est une assistante sociale du département qui établira combien vous allez pouvoir financer. Donc ça peut être à l'origine de tensions assez importantes en famille, notamment dans les fratries, parce que c'est le moment où on va devoir mettre la main au portefeuille, hein. Donc ça peut monter à quelques centaines d'euros par mois. Sachez-le, c'est généralement dans presque tous les départements uniquement auprès des enfants et pas des petits-enfants. Si vous avez des enfants, en général, ils n'auront pas, à, financer l'établissement de vos parents. Donc ça, c'est la première étape, c'est la première brique. Si personne ne peut financer parce que petites ressources ou beaucoup de dépenses, dans ces cas-là, on passera à la brique suivante. C'est l'aide sociale à l'hébergement qu'on appelle ASH. C'est la seule aide financière qui est récupérable sur la succession. Donc sachez-le, au moment de la succession, si la personne qui a reçu l'aide sociale à l'hébergement a des ressources, donc par exemple, a hérité de quelque chose entre-temps ou avait gardé sa résidence principale, ce qui est possible. Dans ces cas-là, l'État viendra récupérer en premier lieu les sous qui avaient été versés pour l'aide sociale à l'hébergement. Et deuxième élément important, tous les établissements n'ont pas de place à l'aide sociale à l'hébergement.
Donc ça, il faut le savoir. Par exemple, certains établissements privés n'ont pas ou très peu de place à l'aide sociale. Donc c'est pour ça que quand on a besoin de l'aide sociale à l'hébergement pour rentrer en établissement, on va avoir un choix qui va être un petit peu plus restreint. On a aussi l'APL, l'aide personnalisée au logement, qui peut venir financer. C'est pour les toutes petites retraites, là, en général, en dessous de 1 000 € par mois. Les caisses de retraite et mutuelles, ne les oubliez pas, contactez toutes les caisses de retraite, les mutuelles pour savoir s'il y a des aides possibles. Les mutuelles, ça c'est quelque chose qui arrive souvent, elles ont un forfait, des petites choses qui sont possibles et les caisses de retraite, moi j'ai vu des caisses de retraite, notamment c'était Malakoff Humanis qui avait financé pour une dame, le 1er mois d'entrée en établissement. Donc n'hésitez pas à faire une demande, à prendre contact avec votre caisse de retraite. Les assurances dépendance, on ne les oublie pas, hein. Ma grand-mère, dont je vous parlais tout à l'heure, avait une assurance dépendance qui s'est déclenchée au moment de son entrée en établissement et qui lui permet d'avoir 1 000 € de plus par mois. Alors, elle a financé pendant des années, hein, son assurance dépendance, mais elle ne se souvenait plus qu'elle avait cette assurance-là. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans les dossiers. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, hein, qu'on a pris ces assurances-là. Donc, on n'hésite pas à en parler et à faire, bien attention à tous les dossiers qui ont été pris et toutes les assurances qui ont été prises. Et l'APA, donc l'aide personnalisée d'autonomie, qui peut être, accessible à domicile, hein. Peut-être que vous le connaissez, notamment quand on a une aide à domicile et qui est aussi accessible en établissement, qui va permettre de financer une partie, de l'établissement. Tous ces éléments-là, vous les retrouverez sur le site service-public.fr. Il y a en détail tous les éléments. Là, je survole de manière très, très rapide toutes ces aides financières. Selon la situation de votre situation, celle de la personne, chaque situation est différente. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder sur ce site service-public.fr pour en savoir plus sur vraiment les aides possibles, quelles sont les différentes possibilités. Il y a aussi la possibilité de déduire fiscalement, hein, donc mais je ne peux pas parler de tout et je n'ai pas forcément les compétences sur tout parce que c'est très complexe et ça change très vite. Donc je vous invite à aller, regarder tout ça ou alors, je vous donnerai des contacts aussi de structures qui pourront vous aider. Je vous ai fait un exemple de Odette parce que c'est toujours plus facile quand on a un exemple. Odette, elle rentre en EHPAD, et elle a des frais d'établissement après déduction de l'APA, donc l'aide personnalisée à l'autonomie, de 2 500 €. Elle a une retraite de 1 200 €, donc là, on imagine bien que Odette ne peut pas financer la totalité de l'établissement. On va, laisser à Odette 10 de sa retraite parce qu'Odette, il faut qu'elle puisse se financer des vêtements, par exemple des lunettes de vue, des chaussures, des choses comme ça. Donc elle a 120 € par mois, 10 de sa retraite qui va lui être laissée. Il y a l'obligation alimentaire par le fils d'Odette, donc son fils, il va financer 300 € par mois. Et puis on a l'aide sociale à l'hébergement qui va financer le reste à charge, donc ce qui reste à financer. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des petites strates de financement et on arrive au final à financer l'établissement. Attention, si Odette, elle a gardé son logement principal, et l'ASH, donc l'aide sociale à l'hébergement, sera récupérable sur la succession. Cas particulier, si elle a de l'épargne, donc si elle avait des assurances vie, des choses comme ça devra être utilisé cette épargne avant de demander l'aide sociale à l'hébergement. On ne pourra faire le dossier qu'une fois que toute l'épargne aura été utilisée. Donc voilà un exemple qui, je l'espère, vous aura un petit peu éclairé sur ce sujet. Pour, avoir plus d'infos sur tous ces éléments, il y a des lieux ressources que vous connaissez peut-être déjà. Donc les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination, qui s'appellent parfois les maisons des aînés et des aidants, qui s'appellent parfois les M2A, parfois les pôles autonomie territoriaux, ça dépend un petit peu des secteurs. Néanmoins, ce sont des lieux ressources dans lesquels vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec une assistante sociale, avec du personnel qui va pouvoir vous renseigner. Les CCAS, c'est pareil, les centres communaux d'action sociale, c'est dans chaque commune de plus de 1 500 habitants, vous avez obligatoirement un centre communal d'action sociale. Là, il y a du personnel qui pourra aussi vous renseigner, vous donner les adresses des établissements, vous donner les dossiers d'aide sociale, et instruire toutes les demandes. Donc ça, c'est important de connaître ces lieux ressources, de ne pas hésiter à aller les voir et ce n'est pas que quand on a des problématiques financières, hein, c'est aussi pour des renseignements, vous pouvez aller dans ces établissements, dans ces structures.
Le dossier d'entrée. Alors, on nous a simplifié la vie depuis quelques années et ça, c'est super. Le dossier d'entrée, aujourd'hui, il est unique. Donc, si vous déposez votre dossier dans 10 établissements, vous aurez qu'un seul dossier à préparer. Il y a un volet administratif qui est vraiment, pour le coup, assez simple, avec pas mal d'informations à mettre, mais qui est quand même relativement simple, et un volet médical à faire remplir par le médecin traitant ou le médecin de l'hôpital dans lequel la personne est hospitalisée. La seule raison pour laquelle on pourrait refuser le dossier pour des raisons médicales, c'est par exemple si la personne déambule et qu'il n'y a pas d'espace protégé dans l'établissement ou s'il y a besoin de soins médicaux la nuit et qu'il n'y a pas d'infirmière de nuit. Donc, il y a des petites choses qui vont faire qu'un établissement peut effectivement refuser une situation parce que ça peut être trop compliqué. Donc ça, sachez-le, hein, ce dossier médical, il est vraiment important. Il sera ouvert que par le médecin coordonnateur, hein, le médecin qui est sur place à l'établissement. Donc ce dossier d'entrée, très simple et qui peut être envoyé un petit peu partout. Il y a aussi un outil très intéressant qui est plutôt utilisé par les professionnels qui s'appelle Via Trajectoire et qui permet d'envoyer un dossier par Internet. Alors, je vais vous mettre le lien. Hop. Et aujourd'hui, il est ouvert aux particuliers. Donc, vous pouvez directement faire votre démarche, créer votre dossier en ligne, rechercher les établissements, consulter les réponses des établissements, donc c'est aussi très bien fait. Donc une fois qu'on a trouvé son établissement, qu'on a fait, tout l'aspect financier, que tout est calé, bien en ordre, eh bien, il va y avoir le déménagement parce que c'est quand même une étape importante dont je voulais, parler. Donc le déménagement, il y a, un élément dont on parle peu, c'est cet aspect tri. C'est que souvent, on va devoir laisser derrière soi son ancien logement et souvent le vider parce qu'on va le revendre ou le louer. Donc ce tri et cette préparation va être très importante et va prendre du temps et va être parfois très difficile parce qu'en EHPAD, on va pouvoir amener que, je le disais tout à l'heure, une petite commode, un bureau, un fauteuil, quelques vêtements, quelques livres, mais on ne pourra pas amener toute la maison. Donc, ce tri va être vraiment important. Les démarches administratives aussi, c'est peut-être le moment de se poser la question d'une mise en place d'une habilitation familiale, d'une tutelle, d'une curatelle, pour que les choses suivent son cours, même si la personne ne peut plus continuer à faire son administratif. Donc, les démarches administratives pour le changement d'adresse, comme dans tout déménagement, vont avoir lieu et doivent être prises en charge. Ensuite, le jour J, alors soit on a une gestion des déménageurs, peut-être que vous le ferez vous-même parce qu'il n'y aura pas grand-chose à déménager, mais il faut quand même le prévoir et bien prévenir l'établissement du jour où on arrive avec ses meubles, avec ses affaires. Sur place, il y a souvent du personnel qui peut vous aider pour mettre les petits tableaux, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner avant pour savoir quelles sont les aides que vous pourrez avoir pour mettre tout ça en place. Ensuite, on s'installe et puis on va devoir vider l'ancien logement. Là, je vous invite à aller, consulter, nos autres vidéos sur le sujet sur YouTube. On a fait pas mal de vidéos sur, trier, vider son ancien logement et c'est vrai que c'est une étape importante, nécessaire et qui parfois peut être fait avec la personne, directement et parfois, ne peut pas être fait. On doit le faire, en tant qu'aidant et là, ça peut être aussi difficile à faire. Donc n'hésitez pas à vous faire aider et aller consulter nos vidéos. Au niveau des sources, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez continuer à vous informer suite à cette conférence, vous allez pouvoir retrouver, donc je vous ai mis le lien vers, l'infographie, des EHPAD. Donc il y a des petits chiffres, des infographies intéressantes. Le site aussi solidarité-santé.gouv.fr. L'Agir Carco, je vous ai mis le lien vers le service Orisea, donc qui explique un petit peu le service Orisea. Alors je vois que là, la page n'existe plus, j'en suis désolée. Donc ça vous met en lien quand même avec le site de l'Agir Carco, donc là, vous pourrez retrouver normalement des éléments. Le site pour les personnes âgées.gouv.fr et le site service-public.fr qui est aussi un site de référence, pour, notamment toutes les aides financières. Donc comme toujours, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Oh super, merci Catherine.
Donc, je vous mets le petit lien vers le questionnaire. Je sais que ça vous demande du temps à chaque fois, j'en suis désolée, mais c'est très utile pour nos financeurs. Ils ont besoin de savoir vos satisfactions sur chaque visioconférence et puis ça nous permet, bah, de reproposer le projet au département et de proposer de nouvelles visioconférences. Donc, c'est aussi pour vous qu'on le fait. Nos autres projets, donc vous avez le lien vers notre chaîne YouTube que je peux vous mettre aussi dans le chat, qui vous sera utile pour aller voir un petit peu les différentes, visios qu'on a pu faire précédemment. On a aussi, donc je vous le disais, un podcast d'interviews de personnes qui ont fait le choix d'entrer en EHPAD, qui sont des professionnels. Donc vous pouvez aller retrouver tout ça sur notre site movadom.com. Et notre livre audio, Ça déménage chez les seniors, qui dure 2 heures, donc c'est des petits chapitres de 20 minutes. Et là, avec Isabelle Palassin, qui est psychothérapeute, on décortique vraiment ce qu'est l'entrée en EHPAD, pourquoi ça peut être difficile, qu'est-ce qui se joue pour les aidants, pour la personne âgée. Donc pareil, sur notre site movadom.com, vous aurez tous les éléments. N'hésitez pas à y aller. Alors demain, une visioconférence qui est vraiment en lien. Donc pour ceux qui ont la possibilité, je vous invite à vous y inscrire donc sur movadom.eventbrite.com. Demain à 10h30 sur les mesures de protection. Donc on va parler de l'habitation familiale, la tutelle, la curatelle. C'est une visioconférence qui avait été très demandée et qui correspond vraiment à la problématique, notamment de l'entrée en EHPAD. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et si vous n'êtes pas disponible, ça sera toujours disponible sur notre chaîne YouTube sans problème. Pour les inscriptions, movadom.eventbrite.com et notre mail contact@movadom.com. Je remercie le département du Val-de-Marne, la conférence des financeurs de nous permettre de faire ces visioconférences et la CNSA.